Pour voler, un avion a besoin d'une vitesse. D'une part pour pouvoir avancer, mais aussi pour pouvoir être porté par l'air qui l'entoure dans le ciel. Les réacteurs, situés sur l'aile, permettent cette acquisition de vitesse. Ils vont donc permettre à l'avion de voler. Donc, plus les réacteurs seront puissants, plus l'avion volera vite. Si l'on simplifie, un réacteur est composé de deux types de parties. Donc, les stators, ici en bleu, qui sont immobiles, et les rotors, ici en rouge, qui sont mobiles. Pour qu'un réacteur soit puissant, il faut qu'il absorbe le maximum d'air. On va donc chercher à en faire entrer le maximum, puis à le compresser pour qu'il ait une densité importante. Après avoir été aspiré par la soufflante dans le réacteur, l'air arrive dans le compresseur, donc constitué d'une alternance de stator et de rotor, comme on a vu précédemment. Les rotors vont permettre à l'air de prendre de la vitesse. Mais comme ces derniers tournent, ils dévient le flux d'air sur les parois du réacteur. C'est là que les stators entrent en jeu. Immobiles, ils vont faire prendre à l'air la direction opposée de celle donnée par les rotors. L'air décrira donc une trajectoire en zigzag et pourra donc atteindre la deuxième partie du réacteur. Au final, l'air aura donc une trajectoire droite, mais grâce au fait que les rotors tournent, il prendra de la vitesse. Comme on peut le constater sur cette image, au fur et à mesure que l'air trace son chemin dans le compresseur, on peut constater que la surface qui s'offre au flux d'air diminue fortement. Sa vitesse ne faisant qu'augmenter, la densité de celui-ci ne fera donc de même qu'augmenter. Par la formule suivante, donc le débit, qui est une constante, qui est égale à la densité fois la vitesse fois la surface, avec, comme ici, la surface qui diminue, et la vitesse ne faisant qu'augmenter, la densité de l'air augmente donc très fortement. Après avoir été compressé dans la zone prévue à cet effet au début du réacteur, l'air va entrer dans la chambre de combustion, zone dans laquelle on va y injecter du kérosène, donc du carburant pour avion, que l'on va ensuite enflammer. Cela va engendrer une explosion qui va propulser le flux d'air vers l'arrière de l'appareil et propulser l'avion. C'est donc dans cette partie du réacteur que l'on retrouve l'intérêt d'avoir une quantité et une densité d'air importante. La densité étant plus élevée et la quantité, on pourra donc faire enflammer un maximum de kérosène, provoquant donc une explosion importante qui propulsera plus vite l'avion. La dernière étape du trajet de l'air consiste à faire tourner les turbines situées à la sortie de la chambre de combustion. Elles-mêmes entraîneront les rotors et la soufflante avant. C'est donc un cercle vertueux qui permettra au réacteur de fonctionner. Après avoir entraîné les turbines à la sortie de la chambre de combustion, l'air va être éjecté du réacteur, propulsant ainsi l'avion par principe d'action-réaction, comme pour un ballon. Les réacteurs militaires sont eux des turboréacteurs, comme pour les avions civils, mais ils possèdent une étape supplémentaire, la post-combustion, située juste après la chambre de combustion et les turbines qui permettent d'actionner la soufflante et les rotors. Après avoir tracé son chemin dans le turboréacteur du Rafale, l'air arrivera dans un sas dans lequel on va réinjecter du kérosène que l'on va enflammer ensuite. Mais ce flux d'air aura perdu en pression. Pour lui en faire regagner, on ne va pas le faire passer dans un nouveau compresseur. On va tout simplement fermer des volets à l'arrière. Ainsi, l'air ayant toujours une forte chaleur et de la vitesse, va remonter progressivement en pression. Enfin, le pilote n'aura plus qu'à réouvrir les volets pour propulser une grande flamme qui lui apportera une importante accélération et beaucoup de maniabilité, utile pour échapper à un ennemi ou pour monter très rapidement en altitude. Mais cette technique possède de nombreux inconvénients qui seront détaillés sur le site. Il existe aussi le turbopropulseur, qui fonctionne de la même manière que le turboréacteur, mais celui-ci possède une hélice externe, entraînée, tout comme la soufflante du turboréacteur, par les turbines arrière, qui sont elles-mêmes entraînées par l'éjection des gaz de la chambre de combustion. Attention, ici ce ne sont pas les gaz éjectés qui confèrent la poussée comme chez le turboréacteur, mais l'hélice, rendant
Ce moteur plus efficace et plus économe en énergie, mais il a ses inconvénients. Sinon, il existe le statoréacteur dont nous vous parlerons dans notre présentation. Comme nous l'avons vu précédemment, plus un réacteur est imposant, plus il sera puissant. On peut donc se dire que si l'on dotait un Rafale de réacteur d'Airbus A380, celui-ci serait extrêmement rapide. Néanmoins, celui-ci ne décollerait pas, cloué au sol du fait de la masse bien trop importante du réacteur d'A380, et vice-versa. Si l'on dotait un A380 de réacteur de Rafale, celui-ci ne décollerait pas du fait de la trop faible poussée qu'apporteraient les réacteurs de Rafale par rapport au poids total de l'avion. C'est donc une unique question de proportionnalité. La puissance du réacteur doit être proportionnelle à la masse de l'avion. Mais pour rester dans l'exemple du Rafale, un Rafale sera toujours plus rapide et bien plus maniable qu'un A380.